développe des politiques de mémoire pour contrôler sa signification. Ça se voit très bien dans une pièce. Je vais illustrer cette idée en me référant à la pièce théâtrale de Lessing, Nathan le Sage, le grand traité moderne de la tolérance. Les protagonistes de cette pièce, Nathan le Sage, sont un musulman, Saladin, le grand leader politique dans la pièce théâtrale, un chrétien, un militaire, les Templiers, et un juif, Nathan, un homme du peuple, un sage. Saladin, l'homme politique, veut finir avec la guerre, mais il se rend compte que pour finir la guerre, il faudrait résoudre un problème métaphysique ou théologique antérieur. Un problème métaphysique ou théologique qui en est la cause de la guerre. Un problème qui est celui-ci. Comment chacune des trois religions peuvent prétendre avoir la vérité en exclusif? Il demande aux Juifs, parce qu'il est sage, c'est-à-dire parce qu'il peut avoir des raisons pour penser que sa religion est la seule vraie, de faire l'effort de s'en expliquer, d'expliquer pourquoi un homme sage pense que sa religion est la vraie, la seule vraie. Et Nathan, dans la pièce théâtrale, s'en tire en racontant une histoire propre de l'Andalousie des trois cultures. Une histoire qui était comme les principes explicatifs de la convivence médiévale. C'est l'histoire des trois anneaux, le récit des trois anneaux. L'essence, je n'ai pas le temps de m'en expliquer sur la légende, mais l'essence de cette légende est le suivant. Propre de l'homme est chercher la vérité, pas de la posséder. Et ensuite, avant d'être différents, avant d'être juifs, chrétiens ou musulmans, nous sommes égaux. Nous avons une égalité humaine. Et ça, sur ces deux principes s'est construite la tolérance moderne à partir du XVIIIe siècle. Ça, c'est la pièce théâtrale. Maintenant, ma réflexion est comme ça, je finis. La thèse de Nathan le Sage a servi de support idéologique pour une tolérance qui a duré jusqu'à la montée du nationalisme à la fin du XIXe siècle. L'idée abstraite d'une égalité foncière n'a pas pu résister la force du nationalisme. Mais ce qui est intéressant à signaler, c'est que la lecture qui fait Lessing, l'auteur de la pièce théâtrale, de la convivence médiévale est fausse. La convivence médiévale n'était pas pensée sur l'abstraction des différences, mais elle était fondée sur les différences. Le juif était tolérant parce que sa religion parlait d'autrui comme soi-même. Le chrétien était tolérant parce que sa religion parlait de la compassion. Les musulmans étaient tolérants parce que l'islam parle de l'hospitalité. Or, la lecture moderne réinterprète ce passé en mettant l'accent sur l'abstraction des différences parce que la modernité vit du mythe de l'égalitarisme, c'est-à-dire de la négation des différences. Mais dans la mesure où cette réinterprétation égalitariste du passé n'a pas pu supporter le défi du nationalisme, il faudrait repenser la convivence à partir des différences et pas à partir de sa négation. Comme dirait Rosenzweig, un juif intelligent du XXe siècle, une tolérance moderne qui a fait l'expérience du nationalisme doit se construire sur ces deux principes. Nous avons tous une maison. Nous avons tous
une tradition, nous venons d'une culture déterminée. Mais, deuxième thèse, nous sommes plus que la maison. Nous pouvons développer la tradition, nous pouvons la changer, nous pouvons nous changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reyes Maté. On pourrait peut-être revenir sur la nécessité d'utiliser encore de nos jours le terme de tolérance, mais peut-être lors du débat. Je passe la parole à Eva Touboul maintenant. Je vais revenir sur la période contemporaine, extrêmement contemporaine même, puisque je vais vous parler d'événements qui datent d'il y a quelques mois. L'héritage de l'Espagne des trois cultures s'est souvent traduit depuis environ 150 ans en Espagne par un sentiment de culpabilité vis-à-vis des séfarades et une volonté de corriger ce qui est présenté comme une erreur commise par les rois catholiques à la fin du XVe siècle, donc la volonté de se rattraper en proposant une réconciliation. Le dernier épisode en date s'est déroulé le 22 novembre dernier à Madrid, lors d'une conférence de presse qu'ont tenue les ministres de la Justice et des Affaires étrangères espagnols à la Casa Sefarad d'Israël, où ils ont annoncé une modification des modalités d'acquisition de la nationalité espagnole pour les séfarades. Depuis 1982, la procédure pour les séfarades est la même que pour les ressortissants des anciennes colonies latino-américaines et des Philippines, à savoir qu'ils n'ont besoin de justifier que de 2 années de résidence en Espagne pour acquérir la nationalité espagnole. Tout autre demandeur a besoin de justifier de 10 ans de présence sur le territoire. Ce qu'ont donc annoncé Alberto Ruiz Gallardón et José Manuel García Margallo, c'est l'abrogation de ce délai de 2 ans. À la place, les aspirants devront simplement voir leur dossier accrédité par la Fédération des communautés juives d'Espagne, qui se chargera de le transmettre ensuite aux autorités pour leur approbation définitive. Les critères retenus seront le nom de famille. Une liste de 5220 patronymes séfarades a été publiée par la suite, la pratique de la langue judéo-espagnole, quelques documents généalogiques que ce soit, ou bien l'existence de liens particuliers avec la culture espagnole. D'après les promoteurs de cette décision, ce seraient plusieurs centaines de milliers de personnes sur les environ 3 millions de séfarades répartis de par le monde qui pourraient être intéressées par cette mesure. Gallardón, le ministre de la Justice, a même affirmé que son ministère recevait un nombre incalculable de dossiers de demandes et qui étaient pour l'instant en attente. Cette déclaration a été amplement relayée par la presse nationale, mais aussi internationale, car pour les séfarades d'Amérique latine, ça pourrait, par exemple, simplifier et raccourcir les démarches nécessaires à leur naturalisation. Le président de la Fédération des communautés juives d'Espagne, Don Isaac Querub-Caro, s'est évidemment réjoui de la décision en le qualifiant d'édit de retour qui ferait pendant à l'édit d'expulsion promulgué il y a 520 ans par les rois catholiques. Pour l'historien ou historienne qui s'est intéressé aux relations entre l'Espagne et ses enfants perdus au XXe siècle, cette décision en a immédiatement évoqué une autre, qui a été prise il y a maintenant près de 90 ans, le décret-loi du 20 décembre 1924, qui offrait un délai de 6 ans à toute personne pouvant faire la preuve de son appartenance à une communauté judéo-espagnole, où que ce soit dans le monde, pour se faire naturaliser espagnol. Il y a évidemment des différences, à 90 ans d'écart, la principale étant les circonstances de ces deux décisions. En 1924, quand le régime de Primo de Rivera prend cette décision, les traités de démembrement de l'Empire ottoman viennent d'être signés. Or, c'est dans l'Empire ottoman que vivaient la plupart des communautés judéo-espagnoles depuis le XVIe siècle. Et un certain nombre des membres de ces communautés avaient bénéficié du régime des capitulations qui leur permettait de n'être plus considérés comme dhimmi, et donc inférieurs, protégés. Non, c'est pas protégé, dhimmi, c'est inférieur d'un point de vue légal, mais ils étaient vus comme protégés de la couronne espagnole. Ça leur permettait donc de ne pas dépendre de la juridiction ottomane, mais de dépendre de la juridiction étrangère. Les traités de Sèvres et de Lausanne ont supprimé ce statut de protégé de la couronne, et donc les Juifs qui vivaient dans les différents pays issus de l'Empire ottoman ont dû adopter assez logiquement les nationalités locales. Surtout qu'ils ont subi, on va dire, une politique assimilationniste assez agressive, qui s'est manifestée entre autres en Turquie par l'interdiction du judéo-espagnol, mais qui était tout à fait logique s'agissant d'États qui étaient en pleine construction. L'Espagne en a déduit que ces anciens protégés devaient être
devait être dans une très grande détresse morale, et donc